Le Big Three. Réunion en famille autour des animés et des mangas. Le Big Three. 3 frères, des animés, du manga, des coups de cœur et des débats. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Tout d'abord, merci à vous d'être de plus en plus nombreux à nous écouter. N'oubliez pas de vous abonner, de noter le podcast et de nous suivre sur nos différents réseaux sociaux. Le Big Three est évidemment dans le building. Jean-Jacques, c'est comment ? Ouais, ça va tranquille et vous ? Jean-Marc ? Ça va, hein ? Pour cet épisode, on va être accompagné. Et j'ai envie de dire très bien accompagné même. On va ajouter une dose de féminité à notre recette habituelle et accueillir une femme avec de fortes convictions, notamment en termes d'écologie, d'éco-responsabilité, de féminisme, et qui le prouve par son parcours qu'on évoquera. Victoire Sato est dans le building. Bonsoir Victoire, c'est comment ? Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, merci beaucoup, je suis hyper honorée d'être là et un peu flippée aussi parce que j'ai pas l'habitude d'être de ce côté du micro. Alors, c'est vraiment cool de t'avoir avec nous, d'autant plus que je sais que tu as un emploi de temps hyper chargé, un emploi de temps de ministre. Alors, pour ceux qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît ? Ouais, alors j'ai 35 ans, je vis à Paris, je suis aujourd'hui chef d'entreprise. J'ai monté une boîte qui s'appelle The Good Goods, qui est à la fois un média et un bureau d'expertise sur la mode, le textile et le luxe. On aide les marques à se transformer vers plus de responsabilité sociale, environnementale et en termes de gouvernance. Et avant ça, j'ai une première carrière. Je suis médecin, radiologue, métier que je n'exerce plus, mais qui m'a amené à te rencontrer, Jean-Louis. Alors, moi, ce qui m'intéresse, mais de façon brève, c'est de savoir comment on passe de « je suis radiologue » avec un mode de vie qui est quand même pépère à « j'arrête tout et je lance une boîte de toutes pièces ». Alors, c'est marrant parce que ça me fait penser à un autre épisode de podcast que j'ai fait en tant qu'invité qui s'appelle... qui parle d'argent, tout simplement, et qui s'appelle Histoire d'argent. Et j'expliquais que j'avais réduit par 10 mon pouvoir d'achat en passant, littéralement. C'est pas une formule de radiologue à entrepreneur. Écoute, comment on fait ça ? Il y a vraiment plein de facteurs. Et surtout, il y a un peu comme le time to market, un moment de vie qui s'est présenté à moi. Mais en synthétique, je suis passionnée de mode et de magazine depuis que je suis enfant. Dans la tête de mes parents et ma famille en général, c'était pas un métier possible. La médecine, c'était quelque chose de conventionnel qui m'allait bien parce que j'avais un profil assez scolaire et scientifique. Mais j'avais toujours en tête l'idée de shifter, donc soit par passion à côté de ma carrière pro, soit dans une nouvelle profession, mais je savais pas trop en dessiner les contours. Je suis venue à Paris faire mon internat pour commencer à m'intéresser à autre chose, la mode et l'art en particulier. Et j'ai toujours écrit en parallèle. Et en fait, de fil en aiguille, je me suis intéressée à divers formats de blogs, à des magazines féminins en ligne qui recrutaient des profils freelance ou des pigistes pro bono. Et en 2016, c'est comme ça que je suis tombée dans un média sur lequel j'avais une voix éditoriale assez libre. J'ai proposé un sujet sur l'impact environnemental et social, surtout du jean au départ. Donc c'était il y a 7 ans et c'était comment est-ce que les grandes marques de fast fashion te vendent des jeans à 30 balles poncés, déchirés, bleachés, donc blanchis, avec des produits toxiques auprès de femmes qui ont mon âge et qui les fabriquent pour que je puisse changer chaque semaine. Et en fait, j'ai utilisé une méthode de sourcing bibliographique, donc terme vraiment scientifique. Quand on fait des recherches, on va dans la littérature et on regarde des études, quel traitement marche mieux qu'un autre, quel est l'impact de telle exposition à tel facteur sur la santé. Et là, j'ai trouvé des chiffres qui étaient complètement ahurissant et je me suis dit c'est ouf parce que je vais avoir un pouvoir d'achat de malade, j'ai envie de consommer de la mode mais qui soit pas de la mode toxique ou qui exploite les êtres humains. Je sais pas où me tourner parce que les médias de mode conventionnels ne parlent pas d'écologie et les médias écolos ne parlent pas de mode ou en tout cas pas dans des critères qui conviennent à des personnes sensibles aux vêtements. À sa portée esthétique, politique, de représentation. Et donc, je me suis dit, je vais créer cette plateforme, finalement, avec mes compétences. Au départ, c'était un side project.
Et mon frère m'a rejoint en me disant ça va devenir un sujet de société, ton truc, faut qu'on fasse une SAS et on verra. Avec toute la naïveté du monde de concevoir à la fois une entreprise dans le monde des médias sur un sujet de niche, en étant précurseur sur ce sujet. Enfin, c'était tous les feux rouges, mais grande naïveté, grand enthousiasme aussi. De l'énergie à revendre, ça, je pense qu'on en parlera peut-être, mais je suis quelqu'un d'hyperactif, de passionné, d'ultra curieux. J'adore transmettre. Et de fil en aiguille, on a eu le nez creux et on s'est fait une place. Et aujourd'hui, je suis full-time sur cette activité. Et comme je l'expliquais en préambule du podcast en off, en fait, mon activité, elle n'existerait pas sans mon bagage scientifique et la crédibilité que j'amène à mes propos. Oui, tu ne peux pas couper, de toute façon, 11 années de médecine comme ça. Et ça va te suivre, ça va suivre la façon dont tu travailles également. C'est-à-dire que tu travailles en basant tout ce que tu racontes sur des preuves. Et je pense que c'est une de tes forces également sur ce domaine. Exactement, et je pense qu'il y a un truc qui est assez cool aussi, mais que vous faites un peu avec ce podcast, c'est l'approche transdisciplinaire qui, à mon sens, a énormément de valeur. En gros, c'est comment est-ce que tu nourris ta réflexion au quotidien, comment est-ce que tu hybrides tes connaissances pour avoir des cheminements de pensée qui sont divergents, pour régénérer tes idées, et puis comment est-ce que tu nourris tes différentes activités, qu'elles soient économiques ou pas d'ailleurs, parce que vous, j'imagine que le but de ce podcast, c'est pas forcément de trouver un modèle économique derrière, mais ça va déjà vous régénérer, vous permettre d'être ensemble, et puis ouvrir d'autres horizons, et forcément avoir un potentiel créatif. Donc je pense que c'est un peu ma force aussi, et c'est cette capacité à avoir ouvert une fenêtre dans un monde de la mode qui était hyper opaque et qui n'avait pas du tout l'habitude d'être justement fondé sur des preuves. Donc en médecine, on dit evidence-based, et c'est un peu ce qu'on a amené à cette discipline, et c'est ce qui fait aujourd'hui vraiment notre critère hyper distinctif par rapport à des gens qui pourraient avoir valeur de conseil RSE au sens plus classique du terme. Donc maintenant qu'on te connaît mieux, on va vous expliquer de quoi on va parler, parce qu'elle n'est pas là pour rien. Donc le 1er novembre 2023, en France, il y a le nouveau film d'animation de Miyazaki qui va sortir, qui sera intitulé Le Garçon et le Héron. Et donc, il y a un de ces films qu'on a tous vus et sur lequel on voulait revenir dans cet épisode 8 du Big Tree, c'est Princesse Mononoke. Donc Jean-Jacques, est-ce que tu peux nous faire un petit point sur l'auteur et un bref rappel de l'histoire, s'il te plaît ? Princesse Mononoke, c'est un film d'animation japonais de Miyazaki, sorti en 1997 et produit par le studio Ghibli, actuellement disponible sur Netflix. Ce film a remporté un grand nombre de prix et a permis au réalisateur de confirmer son statut de maître de l'animation. Par la suite, il a confirmé encore et encore qu'il maîtrisait son sujet avec des œuvres telles que Les Voyages de Chihiro ou encore Le Château ambulant. Et comme tu l'as si bien dit, on va très bientôt se rendre compte de s'il parvient toujours à nous faire rêver, que ce soit les petits ou bien les grands, grâce à son film qui va sortir donc fin 2023, qui s'appelle Le Garçon et le Héron. Princesse Mononoke, ça se déroule dans un Japon médiéval et ça raconte l'histoire d'Ashitaka, un jeune archer qui est frappé d'une malédiction après avoir tué Nago, un dieu sanglier devenu un démon. Son bras est animé d'une force surnaturelle, mais est rongé par une entité démoniaque. La chamane du village le dit condamné à mourir et lui conseille de quitter le village afin d'aller chercher à l'ouest la cause de la colère de la nature et l'espoir de trouver la raison de sa malédiction. Ils se rencontrent et rencontrent pendant son périple de nombreux caractères, donc à savoir la princesse Mononoke, et en la rencontrant, ils se retrouvent entraînés malgré lui au milieu d'une guerre opposant justement donc la princesse, la forêt fantastique, à une personne qui s'appelle donc Dame Eboshi et son village de forge, car ces derniers veulent exploiter la nature et Princesse Mononoke ne l'accepte pas. Ok. Alors, donc Victoire, je t'ai mis un peu dans une sauce, dans le sens où c'est pas ton domaine, etc. Mais moi, ce qui m'intéressait beaucoup, c'est tes convictions écologiques, ton féminisme, etc. Pour avoir un œil sur cette œuvre que moi j'ai découvert étant enfant et que j'ai revu récemment pour le podcast. Alors, je suis curieux de savoir comment tu as vécu cette expérience. Est-ce que déjà c'est ce à quoi tu t'attendais quand tu as appuyé sur Play ? Alors, déjà, je remets un tout petit peu de contexte et beaucoup d'humilité parce que, faut quand même le dire, quand tu m'as proposé cet épisode, je t'ai dit, mais Jean-Louis, je suis nul en manga, j'ai aucune culture. Mais c'est pas un manga. À quel moment tu veux m'accorder une street cred sur ce sujet ? Et en même temps, je trouve ça assez cool parce que
c'est 2023, c'est l'année où j'ai entendu le plus parler de manga. En gros, j'ai pas du tout une culture de films d'animation même globale. Un des mangas que j'ai vu quand j'avais 15 ans et qui m'avait traumatisée, c'était Le Tombeau des Lucioles, et je m'étais dit ok, peut-être que c'est pas pour moi, et j'avais un peu mis tout dans le même sac, et j'avais pas du tout conscience de la portée symbolique, poétique de l'univers des mangas. Et en même temps, je trouve que c'est difficile à l'âge adulte de s'y mettre sans être accompagné, sans avoir une grille de lecture de quelqu'un qui a le prisme de l'enfant et qui les a connus à cette période de sa vie. Et il se trouve que ma pote Manon, que j'embrasse, elle est méga fan de manga, de tous les Miyazaki. Et elle m'a dit notamment, mais meuf, si t'es une féministe badass, il faut absolument que tu vois et Princesse Mononoke ultime. Donc ça, c'était en mars. Bon, j'ai un peu procrastiné le truc. Mon mec m'a dit la même chose. Lui, il l'a vu je sais pas combien de fois parce qu'il a, pareil, des grilles de lecture qui sont différentes à chaque fois. Et donc, j'ai fini par le voir parce que tu m'as sollicité pour. Je m'attendais pas à grand-chose, si ce n'est que je savais que j'allais pas le regarder en japonais parce que c'était... Non, mais ça te fait marrer, mais je me suis vraiment posé la question et que je savais qu'il fallait que je le voie au moins 2 fois, ce que j'ai fait. Ah ouais. Pourquoi ? Parce qu'en fait, l'approche du manga que j'ai, elle est plus dans la BD. Et la BD en général, en fait, pas forcément le manga, mais par exemple, je suis très fan de Enki Bilal, de ces auteurs-là qui amènent des notions de SF bien dystopiques quand même. Et je suis toujours hyper frustrée de le lire qu'une fois parce que je trouve que ça fait pareil avec les mangas animés. Les dessins sont ouf et en même temps, l'histoire est profonde. Et donc, mon cerveau n'est pas capable de s'intéresser aux 2 en même temps. Donc, je le regarde généralement comme je lis une BD 2 fois, une fois pour les images et une fois pour le fond du propos. D'accord, ok. Donc là, j'avais un peu la presse, donc je me suis concentrée. Mais je me suis dit, le japonais, ce sera le step 3, quoi. Donc, je l'ai regardé en français. Écoute, je m'attendais à pas grand-chose. Franchement, j'avais aussi envie d'avoir ce rapport un peu ingénu à l'œuvre. Et clairement, je suis pas une fondue de manga. C'est-à-dire que j'ai pas envie de tous me les faire. J'ai envie, au contraire, de les découvrir et de me dire, si c'est pas ma sensibilité. Typiquement, j'ai regardé Le Château dans le ciel. Ah oui. J'ai trouvé ça chouette, mais ça m'a pas touchée comme Princesse Mononoke. Et en même temps, je trouve ça bien, à l'heure où j'entends beaucoup de gens qui sont des hardcore fans, d'avoir un peu une voix du milieu de moi je trouve ça sympa mais j'ai peut-être une autre grille de lecture. Ouais, donc, carrément. Et en plus chaque œuvre étant différente, tu peux pas t'es pas obligé de tout aimer. Ouais. Et là après en plus c'est pas vraiment un manga, c'est un film, c'est comme chez nous les Pixar ou les Disney à l'époque où il y avait le Roi Lion qui sortait, etc. C'est vraiment considéré comme un film en tant que tel. Et j'en remarque aussi, je sais que tu avais déjà essayé plusieurs fois à l'époque plus jeune de regarder et qu'à chaque fois tu t'arrêtais à un moment donné et tu continuais pas. Là, comment tu as vécu l'expérience et est-ce que c'est différent par rapport à quand tu étais enfant ? Ce que j'allais dire, parce que tout à l'heure, tu as dit que tout le monde avait vu ce classique. Non, moi j'avais commencé. Et honnêtement, j'ai commencé peut-être 5 fois ce film et je me suis arrêté toujours à la même partie, parce que maintenant je me rends compte. C'est au tout début, vraiment au tout début, quand l'autre il se fait attaquer par le démon là. Ah ouais, c'est les début, 3 ça. premières minutes. 5 fois dans ma vie j'ai commencé, 5 fois j'ai arrêté à ce moment-là. Mais pourquoi ? Et je crois que là, avec du recul, je pense que j'ai pas du tout tilté le délire du truc. En fait, quand je suis rentré dedans, je m'attendais pas à un dessin animé comme ça, en fait. Je crois que j'étais plus dans, comme t'as dit, peut-être un Disney, un truc moins... Moins philosophique, moins poétique, quoi. J'ai même pas eu le temps d'approcher la philosophie. Honnêtement, je suis arrêté à 5 minutes. Mais qu'est-ce qui t'arrêtait du coup alors ? Je sais pas si c'est les images ou l'histoire dès le début, parce que ça commence vite d'un coup. Ouais. Je sais pas si c'est ça qui m'a bloqué, mais j'ai pas réussi au début. Et là, en passant ce step des 5 minutes, passant ce step des 5 qu'à minutes, force, en ayant grandi, en ayant un peu plus de maturité, j'ai capté le délire. D'accord. Alors, Jean-Jacques, pour toi, si tu dois retenir un seul message fort de cette œuvre, c'est quoi pour toi ? Ah non, là tu me censures, c'est pas possible. Alors, je ne censure pas, parle comme tu veux. Merci. Parce qu'un seul message, c'est impossible. Honnêtement, j'ai vu ce film, je pense, 2-3 fois.
Et à chaque fois, il y a des choses qui me sautent aux yeux que j'avais pas forcément vu la première fois. Tu vas avoir un message de tolérance, tu vas avoir un message sur la valeur du travail, tu vas avoir un message sur la condition des femmes, tu vas avoir un message sur les ravages de la guerre, tu vas avoir un message sur le rapport qu'a l'humanité avec la nature, les ressources et comment les exploiter ou ne pas les exploiter. Donc en termes de message, honnêtement, en fonction du moment de ta vie, je pense, que tu regardes l'œuvre, tu vois des choses qui te parlent. Et là, pour le coup, j'ai été amené, en me posant bien et en regardant bien, en essayant d'analyser au maximum, j'ai été amené à voir tous ces messages-là qui pour moi, me paraissent être une évidence, qui n'était pas lors de mes premiers visionnages. Ah, c'est clair que moi, je l'ai vu peut-être 2-3 fois également. Et les 2 premières fois, j'étais beaucoup plus jeune, hein. J'ai pas capté tous ces messages. Pour moi, les premières fois où je l'ai vu, c'était juste un film sur la nature, etc. Ça s'arrêtait à là, en fait. J'ai pas vu tous ces détails, notamment, par exemple, sur le féminisme, où il y a plein de punchlines qui sont lâchés avec Dame Eboshi, qui a récupéré des anciennes prostituées qu'elle a récupérées pour les faire travailler dans sa forge. Et elles ont constitué un village où c'est les femmes qui gèrent tout, en fait. Et les hommes, ils sont là, mais on les considère pas et ils servent pas à grand-chose. Et initialement, quand j'ai vu ce film étant plus jeune, j'ai pas tiqué sur ce truc-là. Je me suis pas dit, ah ouais, c'est marrant, c'est un village où c'est les femmes qui font tout et les hommes, en fait, ils sont là, ils sont sur le côté, quoi. Et on leur cache même pas qu'ils servent à rien, tu vois. Ouais, c'est ça, c'est assez dur de voir à quel point dans ce village-là, les hommes, ils sont là, mais ouais, comme tu l'as dit, on les considère pas. Ils sont pas maltraités, mais lorsque les femmes parlent d'eux devant eux, il y a pas de respect. Enfin, c'est vraiment, c'est pas inversé par rapport à la société dans laquelle on vit actuellement, mais presque. C'est en gros, vous nous avez martyrisés lorsqu'on était dans les maisons closes. Et ben maintenant, en fait, c'est nous qui allons dicter nos lois. Vous êtes sur notre territoire, vous allez faire en fonction de comment nous on voit les choses. Voilà. Victor, t'as senti ce truc-là ou pas ? Ouais, carrément. Bah, ça fait partie des gros messages forts, je trouve, en filigrane sur l'ensemble de l'œuvre. Déjà, l'héroïne, enfin, ils sont 2, mais San, c'est une nana qui a été élevée par des loups. Enfin, ça, c'est quand même sacrément original et hyper puissant comme image. Je pense que quand tu vois ça quand t'es une petite fille, il n'y a pas grand-chose qui est impossible. Après, effectivement, il y a le village de ces femmes et il y a des grosses punchlines du genre les hommes sont incapables de protéger les femmes. J'avoue, celle-là, je l'ai retenue après, mais initialement, quand je l'avais vue, elle m'avait pas marqué, tu vois. Mais après, quand elle envoie ce scud, je me suis dit, ah ouais, ça tire à balles réelles, là. J'ai trouvé ça hyper dur. Ça tire à balles réelles. Et c'est pas qu'une formule, parce qu'effectivement, c'est les femmes qui savent réparer des fusils, qui savent s'en servir, qui prennent les décisions, qui sont force de réflexion. Dame Eboshi, pareil, même si c'est un personnage un peu... Tu sais pas trop, c'est bittersweet, est-ce qu'elle est maléfique ou est-ce qu'elle est hyper forte ? En tout cas, quand t'es une femme, au début, t'as un peu envie de t'identifier et après, tu te dis, ouais, non, en fait, c'est une incarnation du démon capitaliste. Mais ce qui est bien, justement, c'est qu'il y a des nuances, tu vois. D'un côté, elle est hyper féministe, hyper altruiste également, parce qu'elle soigne les lépreux, etc. Mais d'un autre côté, elle est hyper capitaliste, elle cherche de l'argent, en vrai, tu vois, avec ses missions... à vouloir détruire la forêt pour rendre des comptes à l'empereur, etc. Bah, c'est la vraie vie, en fait. C'est pas manichéen, c'est pas tout blanc ou tout noir. Il y a plein de nuances et c'est à toi de voir à quel point tu es prêt à accepter sa façon d'être. Il y a plein de points, comme tu l'as dit, sur les lépreux ou sur le fait qu'elle ait secouru des femmes qui étaient en difficulté. Tu as envie de la valoriser. Et après, derrière ça, elle a d'autres actions qui te rebutent. Donc, en fait, c'est compliqué de te dire, cette personne-là, elle est toute blanche. Et ça n'existe pas dans la vraie vie. Ouais, c'est clair. Mais je sais pas si à l'époque, quand j'avais vu Non. J'avais pas capté ça. Pour moi, elle était juste la méchante, en vrai. Ouais. Initialement, quand je l'avais vue, elle était juste la méchante parce que finalement, c'est elle qui voulait détruire la nature. C'est elle qui voulait avoir la tête du dieu de la forêt pour la donner à l'empereur. Et l'empereur, lui, voulait juste l'utiliser pour être immortel. D'après eux, ça avait ce pouvoir-là. Et donc, du coup, je la voyais que en méchante quand j'étais plus jeune. Et là, quand je me suis reposé pour regarder, je me suis dit, ah, mais en fait, cette Dame Eboshi, elle est intéressante. Parce que, d'un côté, elle est capable de tout donner pour des gens qu'on a laissés pour compte dans la société, des lépreux, etc. Sans son travail, finalement, ils ne mangent pas, eux. Parce que c'est elle qui ramène l'argent aussi, en vrai. Mais à côté de ça,
elle est en train de détruire la forêt, tu vois, et il est terminé dans ce truc-là. On peut pas la raisonner. On lui dit que tu es en train de détruire la forêt, que tu crées des problèmes, etc. Et tu dis non, moi, je vais coûte que coûte faire ce que j'ai à faire. Tu vois. Et ce qui est fou, je trouve, c'est que les sujets, ils sont grave actuels en 2020 par rapport à 2023, en fait. Alors que ça a été fait en 97. C'est Donc, ça qui est ouf. Là, moi, je l'ai vu il y a pas longtemps et je trouve que c'est vraiment d'actualité, genre tout ce qui se passe dans le... C'est exactement ce qu'on on est en plein dedans, tu vois. C'est-à-dire que, par exemple, quand le sanglier, là, il est rongé de l'intérieur il s'est fait tirer dessus. Finalement, il est rongé de l'intérieur et donc il devient un démon. Et tu sens que toute la forêt est en train de se transformer, en train de devenir n'importe quoi. C'est plus ou moins ce qu'on est en train de vivre actuellement, tu vois. Et ça crée des maladies. On sort d'une pandémie, on ne sait pas les tenants, les aboutissants, etc. Mais on ne peut pas être sûr à 100% que notre activité n'a aucun lien avec ça, tu vois, par exemple. Et c'est ça que ça montre. Et c'était en 97. C'est-à-dire que lui, il avait déjà cette notion de OK, il faut qu'on partage les choses, il faut qu'on puisse préserver notre espace vital, la forêt, etc. Parce qu'on en a besoin. Et si on ne le fait pas, on va créer des choses qui vont venir nous attaquer après. Et c'est ce qui se passe. Le sanglier, on est venu le chercher dans la forêt, etc., etc. Il se transforme en démon et il vient attaquer le petit qui avait rien demandé, tu vois. Et donc, il y a cette lecture-là que je n'avais pas du tout quand je l'ai lu initialement. Tu vois, la lecture de, ouais, en fait, jouer avec l'écosystème et le dégrader à ce point-là, ça peut causer des maladies finalement. Tu vois, moi, je pense qu'il y a ce truc-là et que j'avais passé totalement... j'étais passé à côté initialement quand j'ai regardé en étant plus jeune. Non, mais pareil. Et puis surtout, tu as d'autres messages qui vont être les ravages de la guerre. C'est pareil, c'est un message que tu vois en filigrane quand tu regardes le film de façon rapide, entre guillemets. Mais lorsque tu t'attardes là-dessus, c'est vraiment ça. C'est la violence qui entraîne la vengeance, qui entraîne une escalade de la violence. Et en fait, derrière, il n'y a que de la haine qui en découle. San, elle a été élevée par les loups. Non... Enfin, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que ses parents l'ont abandonnée pour survivre. Ils ont vu les loups, ils ont lâché l'enfant et ils sont partis, ils ont fui. Donc ça montre en fait aussi l'égoïsme de l'être humain et que la nature, d'un autre côté, peut, entre guillemets, réparer ce que l'humanité n'est pas en mesure de mettre en place. Et ça, c'est un beau message. C'est un beau message. C'est un beau message, mais elle aussi, elle est perdue en vrai. Parce qu'elle est tellement embrigadée dans son truc où elle se prend pour... elle se prend comme étant parce qu'elle n'a pas connu d'humain. Ouais, avec les loups. Et quand elle voit un humain, elle veut le tuer encore. Elle est encore pire que les loups, tu vois ce que je veux dire? Ouais, ça veut dire que vraiment... Mais d'un côté, tu peux la comprendre. Hein. Elle s'est fait abandonner par les humains. Il y a les loups qui l'ont élevée. Elle voit que les humains, ils sont en train de tout casser dans la forêt alors qu'elle vit là-bas. C'est vrai, mais tu vois, elle n'a pas de nuance. C'est-à-dire que... moi, je la comprends, en vrai. Hein. Elle voit un humain qui a l'air d'avoir des intentions qui sont plutôt bonnes. Gars, c'est un loup. La meuf, c'est un loup. Elle réfléchit pas du tout comme un humain normal. Moi, je trouve qu'elle a de la nuance au sens où elle t'amène à te poser les mêmes questions, ce que tu évoquais tout à l'heure sur le manichéisme. En fait, aucun personnage n'est vraiment binaire. C'est-à-dire, c'est pas l'incarnation comme les Disney, justement, dont tu parlais au début, t'as identifié la sorcière et puis la princesse, quoi. Et c'est ça qui est super intéressant, c'est que t'as des moments où t'as vraiment de la sympathie, de l'empathie, et d'autres où t'es là, mais vas-y, arrête de faire la rebelle. Calme-toi un peu. Et je trouve que tu as ça dans à peu près tous les personnages. Le seul, à la limite, avec lequel tu es tout le temps d'accord, c'est Ashitaka, c'est ça le nom? Ouais. Mais lui-même, il n'est pas d'accord avec lui parfois, au sens, et ça j'ai trouvé ça génial, où sa propre colère le rattrape et elle s'exprime visuellement à travers cette espèce de contamination. C'est, en fait, on t'a contaminé, mais plus tu es en colère et plus tu te rends malade toi-même. Enfin, et ça, c'est vachement cool aussi comme image, le fait de te dire tes émotions, elles ont un endroit, elles existent, c'est trop bien de les représenter avec une couleur, cette espèce de marbrure, elle est incroyable, quoi. Mais en même temps, c'est important de savoir à la fois les laisser s'exprimer, à la fois les maîtriser, et ça te ramène au fait, j'imagine, en tant qu'enfant, quand tu vois ça, que il n'y a rien qui est noir ou blanc, c'est ce que tu disais. Ouais, mais je pense que quand t'es enfant, c'est dur de voir tous ces messages. C'est dur de voir tous ces messages, et c'est dur de voir le concept du... ta colère va te bouffer de l'intérieur, parce que c'est un petit peu ça aussi, ça te bouffe de l'intérieur. Certes, là, c'est représenté, mais c'est à force d'avoir des ressentiments, à force d'en vouloir aux autres, intérieurement, en fait, ça te consume. Et ça, quand t'es enfant, honnêtement, est-ce que le message, t'arrives à le voir? C'est aussi un des trucs, moi, qui m'a un petit peu surpris.
j'ai eu du mal à savoir à qui cette œuvre était destinée. Mais moi, je pense pas que c'est pour les enfants. Ouais, Je pense pas du tout que ça soit pour les enfants. Te poser cette question Bah, finalement. Est-ce que c'est En fait vrai, pour si les t'es un enfants enfant, tu le regardes, ok, tu vois les images, tout ça, mais l'histoire en elle-même, tu Mm. la comprends pas, c'est pas possible. De toute façon, Netflix, là, quand tu regardes, c'est à partir de 13 ans. Ouais, faut Donc, comprendre. tu vois, c'est trop. Et puis même, il y a des scènes qui sont un peu C'est entre dur. guillemets, horrifiques. C'est dur. Tu peux pas mettre ça à un enfant de 6 ans, il va Mais va moi, il y faire a des des cauchemars. scènes, j'ai eu des frissons, j'étais pas bien. Ah, on va en parler, on va en parler. Et donc, Jean-Marc, toi, si tu as un moment, une scène que tu as préférée, ce serait quoi? En vrai, moi, j'ai pas une scène en soi que j'ai préférée. Les moments que j'ai préférés dans cet animé, c'est les moments où, justement, qu'on en parlait, c'est quand il est possédé par rapport à la main, là. Et Ah, qu'il toi, t'aimais utilise. ça? Ouais, j'aime bien. Ok. Parce qu'il a une force décuplée, il coupe des têtes, il coupe des bras, c'est incroyable. Toi, t'es toujours dans la bagarre, ce gars-là. Gars, c'est dans- un manga, C'est pas un manga, c'est un c'est pas un animé. manga. Je vais pas regarder un Même dans- animé pour les voir planter des fleurs. Même dans une œuvre où il y a de la poésie, etc., lui, c'est la bagarre. Non, 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 j'ai toujours apprécié la bagarre. Ah, on voit ça. Jean-Jacques, toi? Malheureusement, il y aura de la bagarre aussi. C'est lorsqu'Ashitaka, il arrête San et Dame Eboshi lorsqu'elles sont en train de se battre dans le village Ah oui. et qu'il arrive avec une assurance incroyable. Il parvient à mettre KO les deux afin que personne ne soit tué. Malheureusement, il se fait tirer dessus, encore une fois, par la haine d'une fille qui a perdu son mari à cause des loups. Oui. Ça montre que cette un cette cercle espèce, vicieux. c'est un cercle vicieux. Lui, il y est pour rien. Il vient pour arrêter, pour qu'il y ait plus de blessés et de morts. Et malheureusement, parce qu'une personne a perdu un être cher, lui, il se retrouve grièvement blessé, alors qu'il n'était pas là pour ça. Non, j'avoue. Et j'avoue, c'est cette hyper scène, bien, c'est hyper bien réalisé. Encore une fois, sa colère, elle est ultra bien mise en avant lorsqu'il s'énerve et qu'il arrête le gardien et qu'il tord son sabre. C'est ultra visuel. C'est Donc vrai, moi, c'est c'est vrai. la scène qui pour le coup, m'a fait le plus kiffer. Non, c'est vrai, cette scène, elle est très belle. Victoire? Ouais, alors moi je vais parler d'une scène de paix, mais juste avant ça, je voulais rebondir sur ce que tu disais, Jean-Jacques, parce que ça me fait penser à un docu qui est génial, qui parle de, en gros, la mémoire transgénérationnelle de la colère, et notamment à quel point la guerre flingue les générations d'après, avec un désir de vengeance et un mal-être sociétal qui est transmis malgré nous. Et ce docu s'appelle Make Me a Man. Et en gros, c'est un documentaire dans lequel tu suis au UK des gars, ça fait 10 ans qu'ils sont en thérapie et qui sont venus en thérapie parce qu'ils étaient violents, parce qu'ils ont battu leurs femmes, leurs enfants, ou ils se bagarraient tout le temps. Et en fait, qui, avec la thérapie, ont processé et se sont rendus compte que la racine du mal, c'est abandon de la part de leurs parents au départ, où eux-mêmes ont été tabassés, où il y a eu de l'inceste, etc. Et le thérapeute qui les suit tous, il les emmène de façon un peu comme un rite initiatique, sur les traces des morts de Verdun. Et en gros, ça déclenche chez tous ces gars un truc de ouf de se retrouver devant ce nombre énorme de tombeaux. Parce que ça les ramène finalement à cette espèce de colère ancrée dans des cellules dont ils n'ont pas conscience au départ et dont ils ne sont pas responsables, et qui est responsable au présent de leur comportement violent. Et donc ça, je trouve que c'est hyper intéressant parce que c'est un peu similaire à ce que tu décrivais. Du coup, ma scène préférée, c'est pas du tout une scène de combat. Il y en a plusieurs. C'est les scènes où on voit les Sylvains. Ah, les petits Ah, ils sont êtres trop là mignons, qui- Petits êtres adorables. Alors déjà, Mais c'est ça va comme quoi? les... J'ai rien compris. c'est comme les boules, Mais la vérité, j'ai rien compris. Alors, moi, j'ai Ça va compris... quoi ces deux-là, ceux-là là? J'ai compris en tout cas ça comme étant un moment d'hyper apaisement. Genre, c'est des petits êtres qui sont là quand la forêt elle est contente et quand tout va bien. Ouais, Et c'est un du peu coup, ça, ouais. Quand tu les vois, tu vois, ils sont tous gentils, ils sont tous chelous aussi. Ouais. Genre, tu sais pas si t'as envie de leur faire un câlin ou Ah qu'ils te non, font un peu jamais. flipper. Mais j'ai trouvé qu'à Sinon, chaque j'ai fois, trop c'était mignon, des hein. moments de vraiment de béatitude. Et en plus, je trouve que ça te ramène vachement, pour le coup, dans ta capacité d'enfant à imaginer des trucs qui n'existent pas, soit des monstres, soit des fées, en tout cas des monstres gentils ou méchants, mais des trucs imaginaires, ce que tu n'as plus dans ta vie d'adulte, enfin en tout cas moins. Et ça me fait penser aussi à, je sais pas si c'est un parallèle qui est voulu, mais
par exemple, on dit que dans certains espaces naturels, quand tu vois des libellules ou tu as certains insectes qui, quand tu les vois, tu sais que l'air est pur, là où tu es. Ça relate d'un certain degré de pureté de l'air. Et je me dis, ok, c'est un peu la parenthèse dans le caractère anxiogène du film. Tu as ces petits moments où tu as ces petits trucs chelous avec une tête qui tourne. Ouais, grave, et la tête voilà. tourne. C'est quand la tête tourne, moi, qui me font bader. Avec le petit bruit là. Ouais, non, c'est vrai, ils apportent de la poésie dans le truc, ces petits êtres-là. Moi, ça me paraît, c'est un moment, c'est pas un moment de bagarre, etc. C'est quand on découvre finalement la tête de l'esprit de la forêt, quand il débarque en fait, pour soigner le petit là. La façon dont il marche sur l'eau tranquillement, tac, tac, il vient. Je sais pas, je trouvais ça cool parce que C'était à un moment donné, en vrai, l'œuvre elle est un peu oppressante quand même, tu vois. Il y a des moments, je me dis, oh là, qu'est-ce qui va se passer? Puis moi, je suis pas fan de la transformation en démon, etc. Là, c'était pas un truc qui m'a fait vraiment kiffer. Et ce moment-là où le petit, il venait il sort de la bagarre, là, il s'est fait blesser par la femme, comme tu l'as dit. Et finalement, c'est Sam qui le ramène. Et là, l'esprit de la forêt, il débarque et il valide finalement. Il vient le soigner. Et j'ai bien aimé ça. Mais la seule chose que j'ai pas compris, c'est pourquoi il le soigne de sa blessure par balle. Il n'enlève pas le mal. Mais il n'enlève pas le mal finalement. Mais il a enlevé le mal à personne, si t'as remarqué. Même au sanglier, il lui a pas enlevé le mal. Ah non, le sanglier, c'était fini pour lui. Il a pas laissé. Il était au bord. Il était au bord de l'eau. Non, pour le sanglier, il a dit, il fallait comprendre que c'était foutu pour lui. Il était trop consumé par le mal. Il peut pas le soigner. Ça. Mais je crois le mal, justement, tu peux pas l'enlever. Tu peux l'enlever que de toi-même. Bah, je sais pas, parce qu'à la fin, il les soigne. À la fin, il le soigne, je pense, pour. Après, pareil, la fin de l'œuvre, c'est compliqué de. Moi, j'ai eu du mal, en fait, à savoir exactement ce qu'il voulait nous faire passer comme message. L'esprit de la nature moi, je crois que j'ai capté ça. Se fait kill. Et pour autant, en mourant, il donne une deuxième chance à l'humanité. C'est ça, c'est la fin. Après, en gros, après, c'est les humains qui doivent prendre soin de la forêt. Il est plus là. D'accord, ouais, chacun. C'est ça l'image. Si vous détruisez le truc, et en plus, quand il parle avec Sam, elle lui dit ça. Maintenant, l'esprit de la forêt, il est mort, tout ça, et lui, il lui explique en mode philosophique que non, en gros, il est pas mort parce que on doit être là pour soutenir la forêt, nanana. Et en gros, c'est les humains qui doivent prendre le relais, quoi. Victoire, t'as vu ça comme ça toi aussi? J'avoue que je me suis pas forcément posé de questions sur tu vois, le sens profond du message de la fin. Je trouve que dans tout le film, t'as tellement de messages qui te montrent que globalement, il faut arrêter de flinguer la nature. C'est vrai que l'incarnation du personnage, le fait qu'il perde sa tête, etc., je me suis pas posé la question. J'avais plus l'impression que c'était un raz-de-marée de pétrole, tu vois, un équivalent qui arrive et voilà, tu vois, à force de vouloir choper, d'extraire des matières naturelles dégueulasses et de considérer que la nature est un tiroir caisse dans laquelle vous pouvez piller, et ça va se refermer sur vous. Et effectivement, c'est méga anxiogène de voir cette espèce de marée qui monte et en gros, on va mourir noyé sous une couche de pétrole. C'est un peu ce qui se passe en vrai, tu vois. Enfin, je veux dire, il y a du plastoc partout, on n'est pas très bien globalement. Ouais, mais c'est vrai que c'est d'autant plus ouf d'avoir balancé ça en 97. C'est ça, c'est que là on est en plein dedans. Trop actuel, là on est en plein dedans, avec les déforestations qui se passent un peu partout en Amazonie, etc. Là, on est vraiment dans le vif. C'est-à-dire que tu ressors le truc. Et en plus, même quand tu regardes l'animation, elle est toujours bien. Ouais, les actualités. Ah ouais, ça sent pas. Les 20 ans, ils sont passés sans qu'on s'en rende compte. Moi, c'était ma crainte. Quand j'ai appuyé sur play, je me suis dit, peut-être, est-ce que je vais pas m'ennuyer dans le sens où je n'ai pas trouvé ça trop daté, etc., et que ça m'a vieilli, alors que pas du tout. Non, c'est d'actualité. C'est là que tu vois qu'il a fait un vrai boulot. Et la musique, elle est ouf. J'ai pas fait attention de ouf aux musiques. Ouais, moi, m'a pas touché. Moi non plus. Exactement. Ah ouais, moi, je trouve que ça m'a porté pendant tout le film, quoi. Ah ouais. C'était. Ouais. Bah, en fait, la musique collait bien aux images, mais je pourrais pas te retenir une musique du truc. Mais après, comme j'ai pas trop d'éléments de comparaison, peut-être que c'est des musiques un peu, j'allais dire génériques, c'est pas le cas, mais peut-être que dans les films d'anime japonais, il y a un peu toujours la même vibe musicale qui fait que vous vous en rendez moins compte. Les trucs chantants, tout ça là. Ouais, c'est ça. Et puis c'est on dirait de la flûte de Pan. Enfin, ouais, c'est apaisant et tout. Ouais, c'est vrai. C'est possible. Te mettre en tailleur et de méditer, quoi. Alors, si tu veux trouver des défauts à cette œuvre, ce serait quoi pour toi? Moi, je trouve que, encore une fois, comme je l'ai dit, c'est difficile de savoir à qui il veut s'adresser. C'est difficile de le montrer à des enfants, car il y a des scènes vraiment dures. Et pour ma part, je trouve que c'est un message qui est plutôt destiné à la jeunesse, afin d'éviter qu'ils commettent les mêmes erreurs que leurs aînés. Donc,
nous, étant adultes, on comprend le message, mais si les jeunes ne le comprennent pas, bah, c'est dommage. Parce qu'à notre âge, on n'est pas le futur de la planète. Donc, sur ce point-là, moi, je trouve que c'est un pour petit toi, peu... moi, je suis pas si vieux que ça, mon gars. Ouais, c'est ce que tu veux dire, mais c'est les générations d'après c'est les générations d'après qui sont censées faire changer les choses. Je sais qu'on peut aussi apporter notre pierre à l'édifice, mais je trouve que plus vite on est touché, plus en fait ça devient naturel que d'agir dans l'intérêt de la nature. Après, s'il voit ça à 13 ans, tu peux lui expliquer facilement. Ouais, c'est vrai que si c'est 13 ans, ça va. Ouais. Encore une fois, moi je trouve qu'il y a des chaînes qui sont Hardcore ? Sérieux ? ouais, qui sont dures. Enfin, Les seules qui m'ont vraiment un peu répugné, c'est parfois, j'avoue, quand son bras il gonfle, tout ça, ça fait. Il y a des ça vers donne qui des quand sortent. on frissons, se ouais. exactement, cette scène-là, Les moi, elle vers m'a donné, qui sont elle m'a donné des, je- elle m'a je donné des supporte pas. frissons, cette scène. Ouais, je J'ai supporte détourné pas le aussi. regard. Ouais. Tellement Là, c'était. quand Sam écœurant. est avalée dans les verres. Ah, c'était Ouais, c'est horrible. c'est écœurant. Ah, je le sens là encore. Bah, moi, c'est pareil. C'est que ces histoires de sangliers, là, mais depuis J0, j'aime pas ça. Ah, le premier ? C'est le premier et le dernier aussi. Quand ils sont infestés, là, c'est trop Ah, C'est écœurant, et ouais, c'est vraiment. répugnant. Mais Ça donne des frissons. J'ai des frissons là. à cause de cette scène-là, plusieurs fois, j'avais commencé et j'avais pas continué. Ah, bah, c'est pour ça, moi, j'ai fait Et ça. toi, c'est pour ça que t'as pas continué. Bah oui. Tu dis, tu sais pas pourquoi. Moi, je sais que t'as flippé, c'est tout. Non, T'as flippé, je suis t'as pas commencé. flippé en tant que T'as tel. t'as vu le sanglier Ça m'a avec. écœuré, je pense que ça m'a écœuré de ouf. T'as vu le sanglier avec des verres partout. Tu te dis, oh là là, c'est quoi ça pose. Ouais, je pense que ça m'a écœuré de ouf. Parce que c'est des trucs qui donnent des frissons, ça. Moi, c'est ça. C'est comme toi. C'est que l'œuvre, elle est très poétique dans son ensemble, mais t'as des moments où tu dis, oh, là, c'est trop, en fait. Ça fait flipper pour de vrai, tu vois. Et effectivement, donc, du coup, tu sais pas trop. Tu pourras pas mettre un enfant devant ça. Non. Donc, c'est le seul truc négatif. Mais sinon, je trouve que c'est une masterclass parce que faire une œuvre en 97 que tu ressors maintenant et tu la regardes Elle Et a pas c'est- pris une ride. totalement actuelle, tu es en plein dans le sujet, tu comprends tous les messages qui veulent faire passer. Et les messages, ce qui est fou, c'est qu'aucun des messages n'est. La vieilli ou est obsolète. Exactement. Ils existent toujours. C'est des messages qui sont encore actuels, tu es encore en plein dedans, quoi. C'est fou dans le sens où tu te dis, bon, le gars était visionnaire, mais c'est fou aussi parce que tu te dis, on n'a pas évolué. Ouais. Et par rapport à l'écologie, je sais pas, parce que c'est pas trop mon thème de prédilection, mais est-ce qu'on n'a pas régressé aussi, tu vois? C'est ça qui est fou. Ça me fait penser à un bouquin, pour le coup, c'est beaucoup plus ma culture que les films d'anime, mais un bouquin qui a été écrit par Gene England, qui s'appelle Dans la forêt, pareil dans les années 90, je sais pas exactement quand. Et en fait, c'est le même délire, c'est le Covid. Mais genre, c'est un truc de fou, de prémonition. C'est l'histoire, ça se passe dans un pays anglo-saxon, d'une famille qui vit dans une campagne un peu reculée. Et les deux filles sont éduquées à la maison et elles ont un équivalent de cerveau qui permettrait d'entrer à Harvard. Elles sont confrontées au fait d'aller dans les grandes villes l'année qui suit. Et en fait, arrive une pandémie qui leur arrive forcément plus tard que dans les grandes villes. Et donc, elles voient de loin, au départ, d'abord la pénurie d'essence, ensuite la pénurie dans les supermarchés, et etc., etc. Et elles, forcément, elles résistent mieux parce qu'elles sont plus autonomes dans la culture du potager, etc. Et en fait, c'est une pandémie qui décime l'humanité. Et le livre est incroyable de prémonition. Enfin, vraiment, c'est un délire. Et oui, tu as raison. Enfin, c'est de pire en pire. Clairement, on continue d'extraire massivement des ressources fossiles pour produire des trucs qui polluent au moment où on les fabrique et au moment où on les jette. Et a priori, le rythme s'accélère. C'est peut-être le seul défaut que je trouverais à ce film, pour répondre à ta question, c'est... En fait, c'est pas vraiment un défaut du film en soi, c'est plutôt de considérer que c'est un film ou une œuvre versus il faudrait en faire une grille de lecture peut-être philo-écosophique aujourd'hui, et ce serait une œuvre à foutre dans des manuels scolaires ou dans des tables de réflexion. Mais à quel âge? Plutôt à l'âge adulte, en réalité. À tu vois. l'âge adulte, tu trouves? À l'âge adulte, pour nous faire réaliser que on connaissait un peu l'histoire. Dans la SF, c'est pareil. Enfin, tu prends 1984. Enfin, il y a beaucoup de choses qui sont écrites, qui parlent de façon à l'époque dystopique, mais aujourd'hui qui correspondent à notre Oui, mais réalité. tu prends un 1984, ça va être un adulte qui va le lire, et pour autant, tous les adultes qui ont lu ce film sont responsables de ce qu'on est en train de vivre maintenant.
Donc c'est que ça n'a pas marché. Je sais pas si c'est les mêmes. Je sais pas si ceux qui l'ont lu sont les mêmes, tu vois, qui sont à la tête de Total Energy pour ne Après, citer que. conscientiser les gens adultes, je trouve que c'est trop tard, non? Bah c'est ça. Bah, en tout cas, je suis pas tout à fait d'accord parce que, tu vois, on voit qu'aujourd'hui, dans les grandes écoles, les étudiants qui sortent, ils ont pas envie d'aller bosser dans des grands groupes et ils sont carrément prêts à s'asseoir sur des gros chèques et des salaires confortables pour bosser dans des entreprises qui correspondent à leurs valeurs. Donc, certes, c'est peut-être pas des générations de nos parents et sans caricaturer non plus, tu vois, stigmatisés par l'âge, c'est peut-être des plus jeunes, mais je trouve que c'est intéressant de remettre, tu vois, cette œuvre peut-être dans le débat public et de se dire, ok, en fait, on l'avait écrit il y a 30 ans, les gars, est-ce qu'on pourrait pas s'inspirer un peu de ça? Et c'est peut-être la seule chose, c'est que de fait, tu vois, des gens comme moi, si j'avais pas eu cette opportunité-là, je me serais pas intéressée à ce film d'anime ou au manga en général, et donc j'ai pas toute juste par mes connaissances culturelles, la capacité de capter la portée philosophique du truc. Mais toi, ta prise de conscience, tu l'avais depuis longtemps, parce que quand tu m'as parlé de ton projet, j'avais pas conscience que tu étais autant engagé dans l'écologie, etc. C'était déjà un truc que tu avais en toi, où ça s'est accentué, tu as vu que les choses dégénéraient et tu t'es dit, la pause, ça sert à rien de sauver les gens, etc. si la planète elle part en vrille, en fait. Comment s'est passé en fait ton déclic? Qu'est-ce qui t'a réveillé, ou est-ce que tu savais ça déjà en toi et finalement tu t'es dit, bon, on va switcher? La notion d'écologie, non, j'ai été sensibilisée dans ma famille, mais alors peut-être pas comme la population générale, mais c'était pas, je suis pas du tout née dans une famille militante. Moi, je suis allée à l'écologie par le prisme du social au départ. Comme je te le disais sur le jean, vraiment ce qui m'a touchée en premier, c'était l'empathie pour l'humain qui allait fabriquer des vêtements que j'allais porter, qui coûtaient que dalle. Et à l'époque, il y avait une stat qui était délirante, qu'il faudrait que je retrouve, mais selon laquelle, en gros, les nanas qui tannaient des sacs en cuir pour des marques de luxe au Bangladesh avaient un facteur de 1 sur 2, en fait, une prédisposition de 1 sur 2 de développer un cancer de la gorge avant 35 ans. Ah ouais. Donc c'était complètement abusé, et en parallèle, je me rendais compte aussi en creusant dans mes recherches qu'il y avait un impact sur la santé, et tout confondu, la santé mentale des consommateurs qui passent leur temps à essayer de gagner de la thune pour acheter des trucs et que ça rend personne heureux parce qu'on est dans une culture de plus en plus individualiste et globalement le niveau de santé de la population, de santé mentale diminue, mais aussi de l'impact sur notre santé à nous, en gros qu'est-ce qu'on porte. Et là, l'année 2023 à 2024, c'est l'année des révélations vraiment merdiques sur l'impact sur la perturbation endocrinienne, l'augmentation de la prévalence des cancers, de choses qu'on met sur notre peau. Ouais. On sait qu'aujourd'hui, il y a des particules de microplastique dans les utérus, tu vois, par exemple, et donc, ouais. probablement dans le sang des embryons et des fœtus. Enfin, c'est un délire. Et D'accord. c'est vraiment, pour l'instant, on n'est qu'à un millionième en termes de découverte et de connaissances sur le sujet. Bref, toujours est-il que je me suis dit, mais c'est absurde, comme tu le sais, Jean-Louis. Enfin, moi, j'ai fait de l'interventionnel beaucoup, donc de la chirurgie sous contrôle radio, et c'était ce que je voulais faire, mon métier. Et en gros, j'étais beaucoup avec des patients qui avaient des cancers. Et en fait, je me disais, c'est ouf, parce que on essaye de soigner, surtout à des stades tardifs, des maladies d'un patient après l'autre. Donc c'est 1+1 à qui tu essayes de faire gagner 3 mois, 6 mois, 1 an, versus en bossant avec les entreprises à produire des choses qui rendent les gens moins malades, on pourrait prévenir davantage de maladies. Et j'ai trouvé ça absurde de considérer être médecin en bout de chaîne, alors que le principe de la RSE, c'est la responsabilité sociétale des entreprises. C'est comment est-ce que tu fais en sorte de produire des trucs qui sont moins dégueux pour l'environnement, pour la santé, et en parallèle, qui exploitent pas les gens si possible. Et donc, globalement, le problème, c'est pas que la plupart des boss des entreprises de mode sont des grands méchants qui en ont rien à foutre de la planète et des humains. C'est qu'ils n'ont pas l'information. C'est-à-dire que c'est tellement morcelé, ta chaîne de valeur, elle est tellement éparpillée au bout du monde. On dit qu'un jean, ça fait 65 000 km avant d'arriver dans ton placard, entre le moment où le coton pousse, où le pétrole pour le polyester est extrait, et l'ensemble des étapes de production. Et en fait, ces gens-là n'ont pas conscience, avec le phénomène de mondialisation globale de tout, mais en particulier dans la mode, de ces différents impacts. Et donc moi, mon rôle, c'est vraiment de mettre en lumière, de leur dire « Hello, vous savez que ça pollue tant, vous savez que la traçabilité, c'est possible. » Et donc, une fois que tu leur mets en lumière le problème,
avec des datas derrière, Avec des preuves, ouais. avec des preuves, là, ils sont enclins à dire, OK, on va y aller progressivement, bien sûr que ça va coûter un peu cher, et c'est tout un mindset, en fait, à transformer. Et c'est en ça que, si tu veux, ma quête, au départ, elle était vraiment sur le versant social, et l'écologie, de toute façon, est un combat qui est directement lié, parce que tu peux pas avoir envie de bosser dans une usine, avec une usine asiatique, par exemple, parce que 90% des fringues, aujourd'hui, sont produites en Asie, qui traite mal ses employés, mais qui, à côté de ça, va faire hyper gaffe au recyclage de l'eau en circuit fermé, ou alors avant de la rejeter dans les rivières, tu vois. Enfin, ça n'existe pas. C'est comme, je veux dire, le combat féministe, il est lié au combat écolo. Je le clame assez souvent, tu vois, mais tu peux pas dire que tu es une marque féministe sous prétexte que tu balances un t-shirt sur lequel il y a marqué We should all be feminist, alors que tu le fais fabriquer par des femmes de 22 ans dans des conditions de misère à l'autre bout du monde, et que tu chopes du coton ouzbek qui a été ramassé par des enfants, tu vois. Enfin, donc, en gros, il y a vraiment une intersectionnalité des luttes. Et donc, c'est comme ça que j'en suis venue à l'écologie. Et évidemment, c'est la boîte de Pandore. Enfin, plus t'en sais, plus t'en découvres, et ça, plus t'es remonté. Plus t'es dedans, et plus tu tires le fil, et plus tu dis « Ah ok, c'est pire que ce que je pensais », et ça continue, quoi. Mais après, il y a un truc aussi, peut-être, parce que là, je prends vachement une présentation négative des choses, mais on est un média et un bureau d'expertise ultra bienveillant et plutôt optimiste, porteur de solutions. Donc ça ne veut pas dire qu'on pense que la technologie va nous sauver et que c'est super. Ça veut dire qu'on essaye de rendre justement le monde d'après désirable, et d'y aller avec des narratifs qui font kiffer, et pas juste frugalité, restriction, consommer moins et partez dans le Larzac parce que t'es inaudible. Ouais. Et du coup, une des raisons pour lesquelles aussi je porte quelque part cette mission, c'est parce que j'adore le vêtement et j'adore la mode aussi. Ouais. Et je suis hyper sensible à ce qui est bien fait, à l'artisanat, à juste le fait de pouvoir s'exprimer à travers ses fringues, et qu'aujourd'hui, même ça, on l'a plus. Enfin, toi, Jean-Louis, on s'est retrouvés vachement là-dessus, parce que... Non, mais ça fait marrer tes frangeurs, j'aimerais bien savoir quel est votre rapport au style. Mais je trouve que c'est ouf, en fait. Le vêtement, pour moi, c'est un peu l'outil de démonstration créatif, artistique, d'expression le plus prête à l'emploi pour tous les êtres humains. On est tous obligés de s'habiller pour des raisons évidentes, de pas se balader à poil et puis de pas avoir froid. Mais en attendant, c'est aussi une manière de révéler qui on est, de porter ses valeurs, tu vois, de porter tes combats politiques, je sais pas moi, si t'es punk ou que sais-je. Et aujourd'hui, ça en l'a plus, en fait. Même, tu vois, la fast fashion, ça a détruit ça aussi. On change de fringues toutes les semaines, mais en même temps, on n'est jamais satisfait. On pense que ce date va bien se passer parce qu'on a acheté le bon t-shirt, et puis en fait, comme le date s'est mal passé, on jette le t-shirt. Et puis, on est tous habillés en gris, en bleu marine, en noir dans le métro. Donc, rien que ça, en fait, ça vaut le coup rien que pour ça, ça vaut le coup de remettre sur la table le sens de la mode et le bon sens de la mode, selon moi. Ah ouais, c'est clair, ça a du sens, Et Princesse Mononoke, elle est grave stylée. Tu trouves? Tu t'habillerais comme elle? En tout cas, les bijoux et le make-up, c'est de la balle, c'est sûr. Maintenant, on va passer à notre item. Quel est le personnage qu'on a préféré? Je pense que ça va être relativement simple dans cette œuvre de choisir son personnage préféré, mais on ne sait jamais. Jean-Marc, c'est qui que t'as préféré, toi? Ishitaka. Allez, là. De toute façon, toi, je sais que t'allais Arrête prendre lui. de dire ça à chaque fois. C'est pas une histoire de... Non, mais... C'est le plus charismatique. Le mec, je trouve, il est le plus sensé, le plus posé. Et il fait la part des choses. Ouais, je suis d'accord, Y'a que lui. j'ai pris pareil. Là, t'es sûr que t'es pas Jico, toi, là? lui, je le déteste, ce gars. Double jeu comme jamais, Jico. J'ai rien compris, lui, quand je l'ai vu dans le double jeu. Hein. Bah, lui, c'est... Il parlait tranquille avec l'autre. Je disais, c'est un bon, il va le suivre et tout. Au final, je le vois avec l'autre, avec Lady et machin. Là, j'ai dit, mais attends, c'est pas possible. Et il a la plus chelou des moustaches, faut se C'est vrai que son chara-design montrait que c'était un faux type. Ça, tu sentais qu'il y avait anguille sous roche. Son quoi? Son chara-design, c'est-à-dire son aspect, quoi. Aspect. Ouais. Ok. T'auras appris un terme aujourd'hui. Putain, de ouf, là, je sens qu'un monde s'ouvre à moi, c'est génial. Jean-Jacques, toi, c'est qui? Bah pareil, comme Jean-Marc, Ashitaka, je trouve qu'il essaye de trouver, dans la mesure du possible, toujours des solutions. Il n'hésite pas à dire lorsqu'il n'est pas d'accord. Et lorsqu'il n'est pas d'accord, généralement, il met en place des éléments pour changer les choses. Après, alors, le seul point, alors là,
C'est juste pour polémiquer, mais est-ce qu'il le fait vraiment parce qu'il veut le faire ou est-ce Pour qu'il fait sauver ou est-ce qu'il fait parce qu'il a besoin de se sauver? Je me posais la question, mais à la base, lui, son objectif, c'était de se sauver. Mhm. Et sur son chemin, il a rencontré plein de personnes qu'il n'était pas obligé d'aider. Il aurait pu tracer sa route. C'est vrai. Sauf qu'à chaque moment où il a été amené à rencontrer des personnes qui étaient soit dans le besoin, soit un peu en galère, et ben il les a aidés, alors qu'il n'avait pas à le faire. Ouais, je suis d'accord. Donc je pense que... Mais à la fin, je trouve, il cherche même plus trop à se soigner. Hein. Bah, Il à est la fin, plus dans le fait de je pense qu'il a défendre accepté le fait qu'il était condamné. tout ça. C'est vrai qu'à la fin, il était embarqué dans une aventure qu'il dépassait, donc il a même oublié son Il propre a sort. oublié son propre sort. Moi aussi, je suis Ashitaka. Pour une fois qu'on est tous les trois la même personne, c'est qu'il y a un problème. Parce qu'on n'est pas la même personne, mais c'est vrai que dans cette œuvre-là, il ressort beaucoup du lot. C'est le seul qui est quand même raisonnable et qui a un mindset qui se comprend. Si tu prends San, c'est trop, tu vois. Elle est un peu trop extrémiste, entre guillemets, Parce que c'est qu'elle trop vit des par les loups. extrêmes. Même le loup Moro, il est stylé, mais il est grave dans l'extrême. Genre en mode, il veut rien savoir, il aime pas les humains. Moro, je l'aime beaucoup parce qu'il est très charismatique. Ouais, et il est puis, charismatique, mais il est dur. Hein. Mais même la manière dont il parle, en mode, il dit ouais, je l'ai élevé parce que les humains, en gros, ils sont pas capables d'élever leurs propres enfants, C'est donc vrai. je l'ai pris sous mon aile, tu vois. Mais il s'en occupe bien. Il s'en occupe bien. Ouais. Donc moi, c'est vrai que j'aime bien ce loup là. Moro, il est cool. Et toi? Moi, je vais quand même dire ça, non. Mais Juste à cause de son style. non, je vais pour justifier être un peu féministe plus en jusqu'à la fin. profondeur. Ouais, le truc, c'est que... Alors, ça dépend si c'est personnage préféré... Non, après. Enfin, comment dire? Est-ce que j'imagine qu'il y a une question d'identification, tu vois, Non, aussi? quand on s'identifie, on le dit. Là, Ok. c'est juste vraiment le personnage qu'on a préféré dans l'œuvre parce qu'on l'a trouvé intéressant, parce qu'on aimait bien son profil. C'est vraiment général. C'est pas on s'identifie à lui. Moi, je ne m'identifie pas à Ashitaka. Hein. Bah, je crois que, enfin, il y a les deux. Dans mon cas, tu vois, il y a la complexité du personnage et puis forcément l'identification aussi, parce que je trouve que elle résume bien la complexité de la pensée féministe quand tu es une femme. Elle est pleine de dualité, de polarité, en fait, complexe à gérer. Donc, c'est un enfant sauvage, elle appartient à la forêt, mais en même temps, c'est pas un loup. Donc, elle a cette espèce de Côté humain, quoi. volonté d'être super indépendante au sein de la nature, mais en même temps, elle a besoin des humains aussi, et tu sens qu'elle est touchée par Ashitaka. Pareil sur son rapport à la nature, en fait, il lui pose la question, et d'ailleurs, on sait pas trop, au final, est-ce que tu veux rester dans la forêt, ou est-ce que tu veux aller faire ta vie avec cet humain, enfin, et t'as ce rapport À la fin, elle reste dans la forêt. Hein. de douceur. Oui, Elle effectivement. choisit d'y rester. Oui, c'est vrai. Mais t'as comment dire, tu sens des moments de douceur, un peu des failles où, je sais pas, quand elle reçoit le bijou, elle est touchée, et puis quand elle l'appelle à l'aide, et en même temps, elle est méga badass, et elle lui hurle dessus en lui disant « Mais non, n'importe quoi !» Enfin, donc, ouais, je trouve que c'est assez bien représenté, et qu'en tout cas, ça fait écho à mes questionnements de femme hyper indépendante et qui a envie de dire qu'elle n'est pas... elle n'a pas besoin des hommes, et en même temps, bien sûr que si. Et du coup, j'aime bien d'ailleurs me présenter plus comme une humaniste qu'une féministe, parce que j'aime pas forcément opposer en particulier les genres. Top. J'aime bien ce terme. Moi aussi. Ok. Alors, Jean-Marc, quelle note sur 10 tu mettrais? Je suis parti sur un 7,5. Le classique. Non, pas le classique, pas le classique. Je suis parti sur un 7,5 parce que j'ai bien aimé, l'histoire est cool, etc. Mais il manque ce petit truc, manga, je crois. Mais c'est pas un manga, c'est normal. C'est ça, donc il manque le petit truc. Allez, il n'y a Il pas assez... te demande de la bagarre. Il n'y a pas assez de bagarre. Il n'y a pas assez de bagarre. Et voilà, c'est tout. Hein. Mais sinon, cool. 7,5, 7,5, c'est pas mal. C'est une bonne note. Si t'avais ça à l'école déjà. Ah, t'es chaud. Petit tacle glissé, les deux pieds décollés du sol à la gorge. Jean-Jacques, tu dirais quoi, toi? Moi, j'ai été plus généreux. J'ai mis un 8. J'ai mis un 8 parce que je trouve que c'est une œuvre intemporelle, avec de beaux messages, des personnages attachants et une histoire qui se tient de bout en bout. Donc 8. Victoire? C'est dur, c'est quoi les critères de notation? Parce que j'ai pas de comparatif, ou peu, tu vois. Tu notes comme tu veux. Hein. Là, on est en mode
arbitraire 100%. Ok. Sache juste qu'on va transmettre ta note à Miyazaki. Fine, je suis prête pour le débat. Non, franchement, je vais ajouter peu de choses à ce qu'a dit Jean-Jacques parce que je suis complètement d'accord. Et j'ajouterais peut-être un 1 supplémentaire, donc un 9 au global. Waouh! Ah ouais! Parce que, attention, c'est le moment où je faillote, mais sans cette œuvre, j'aurais pas du tout eu l'occasion de catch-up avec toi, Jean-Louis, de faire cet épisode avec vous. Et je suis hyper contente. Donc, merci Miyazaki. Merci les gars. Miyazaki. Top. Non, mais moi, je mettrais un 8, effectivement, également. Je mettrais un 8 parce que, effectivement, l'œuvre a très, très bien vieilli. Et si je devais noter cette œuvre-là en 97, la note aurait été peut-être encore plus élevée. Mais 8, Mais c'est non, bien. parce que t'aurais pas tout compris. Non, mais c'est juste parce que c'est la façon dont c'est animé, c'est hyper joli. Ah ouais, t'aimes bien? Bah, je trouve que comparativement à plein d'autres œuvres de cette époque-là, ça a trop bien vieilli. Ah oui, c'est Tu sûr. vois, je me suis pas ennuyé 2 secondes quand j'ai regardé ça. Il a un statut de maître de l'animation quand même. Ah ouais, c'est non, pas pour rien. tu sens que c'est un génie. Et donc là, le prochain qui va sortir là, ça m'a redonné envie de regarder. Parce que souvent, les Miyazaki, je les découvre, mais longtemps après, en vrai. C'est-à-dire que ça sort, ça en parle un peu partout. Et puis moi, je regarde finalement à l'occasion d'un vol pour je ne sais où, pour je ne sais quelle destination, ou quand je chill sur Netflix, Jean-Louis, on a etc. parlé d'écologie pendant 1 heure là. Tu peux pas nous casser le game comme ça. C'est mort. Non, le train. On a dit le train. Carbone, hein. Moi, je t'ai pas dit que j'étais en mode bilan carbone à 0. Hein. Non, mais de là à faire la promo de Transavia, tu vois, c'est quand même J'ai pas dit deux mondes. que je prenais Transavia. À Transavia, il n'y a même pas d'écran, on peut pas regarder la télé. Donc, sinon, Victoire, c'est quoi ton actualité? Qu'est-ce que tu nous prépares? Écoute, peut-être 2 choses assez cool. Que je trouve assez cool. On publie dans le cadre du média un print par an depuis 2 ans. Et le dernier qui est sorti s'appelle La Bible de la réparation. C'est un hybride entre un espèce de fanzine et un bouquin de do-it-yourself pour apprendre, quel que soit ton niveau, quel que soit ton matos, à réparer tes fringues. Donc ça va de repriser une chaussette à des trucs vachement plus barrés. Et pour chacun des tutos, on a fait, les tutos sont présents dans le magazine, et il y a une vidéo YouTube accessible, il y a un QR code dans le bouquin. Il y a aussi pas mal de refs assez Attends, cool, mais des interviews. Si je sais pas coudre, comment je vais réparer mes habits aussi? Bah justement, on t'apprend. Ah, T'as un tuto vidéo associé. Oh là là, d'accord. Et t'as aussi pas mal de références d'artisans couturiers partout en France autour de chez toi, et aussi des applis maintenant un peu Uber-like qui te proposent des services de réparation à domicile de tes vêtements. Ok. Et les droits de ce bouquin ont été rachetés par Hachette. Et la Bible du raccommodage, cette fois-ci, parce qu'ils l'ont réintitulée, sort demain dans toutes les Fnac de France, dans tous les Cultura et sur Internet. Donc évitez de les acheter sur Amazon, commandez-le dans votre librairie de quartier D'accord. pour faire travailler les indépendants. Mais voilà, donc ça déjà, c'est très très cool. Nice. Et le deuxième petit clin d'œil, alors je suis un peu flippée d'en parler parce que peut-être ça va être un four total, mais en gros, clin d'œil à vous parce que c'est un événement qui s'appelle Big, jeudi, donc à la BPI, donc à Bercy, organisé par la Banque Publique d'Investissement. C'est un énorme rendez-vous, c'est un peu la grand-messe des investisseurs et des CEO. Ah oui, c'est jeudi 5 là. Jeudi 5, Donc dans 2 jours. Ça sera passé quand C'est vous ça. allez écouter ça. Peut-être que j'aurais... ça m'aura porté l'œil d'en parler avant, mais Non, en gros, jamais. j'ai une intervention de 15 minutes avec le président de la Fédération française du prêt-à-porter, qui est une sommité qui m'invite à faire 15 minutes équivalent stand-up avec lui Génial. devant un parterre d'investisseurs et de CEO. Et pourquoi c'est cool, au-delà du côté ego trip de faire le truc, c'est quand même bien flippant. Mais ce qui est cool, c'est qu'en fait, pour moi, c'est un vrai signe fort de ton travail est audible Ah ouais. et ta reconversion, elle est crédible et comprise, et ce type d'envergure de personne-là est prête à t'écouter. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à, mais en attendant, actu plutôt cool. Non, tu vas Génial. gérer. Magnifique, hein. Que de projets. En tout cas, merci Victoire d'être venue. Avec plaisir. C'est quoi, vous, le prochain épisode qu'est-ce qui est prévu? Alors le prochain Quel manga faut que je épisode, regarde là? Quel film d'anime? Alors dans le prochain, je pense pas, on va pas spoiler, mais je pense pas que ça soit un qu'on va te conseiller, dans le sens où il faut être vraiment aficionados des mangas pour Ça va regarder. plaire à Jean-Marc et de la bagarre ou pas? Il va en parler. Il en parlera. Non, c'est pas Mais maintenant. on parlera de Spy Family dans le prochain épisode, dans l'épisode 9. Je sais pas celui-là que je te conseillerais. Toi, je te conseillerais plutôt de regarder plus tôt. C'est court.
Ça va sortir en fin octobre d'ailleurs, là, l'animé. Et c'est sur l'intelligence artificielle, les robots, etc. Ah, trop bien. On a sorti un épisode dessus et je pense que ça pourrait te plaire. C'est quoi le nom ? Plutôt. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qu'on pourrait te conseiller. Donc, merci à tous et à toutes encore une fois de nous suivre. C'était le Big Tree. Suivez-nous sur les différents réseaux, etc. Il va y avoir bientôt des jeux qui vont apparaître. Vous verrez. Donc, il faut être connecté pour savoir ce qui va se passer, ce que vous pouvez gagner. Et on vous dit à la prochaine. C'était le Big Tree. Salut. Tchou. Merci les gars, merci beaucoup. Le Big Three. Réunion en famille autour des animés et des mangas. Participez à d'autres réunions de famille du Big Three en ligne sur toutes les plateformes et n'hésitez pas à les noter, les commenter et les partager.